Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, comme moi, je suis très en forme. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle donc du curriculum vitae, le CV. Nombreux sont ceux qui m'ont demandé comment il fallait faire pour réussir son curriculum vitae. La présentation de ce document très important dans le processus donc, de recherche d'emploi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sylvain Couillot, consultant formateur à la pratique du droit en entreprise et en gestion des ressources humaines. Très bien. Donc, à ce sujet, commençons déjà par fixer les règles de base, ce qu'il faut savoir avant de commencer la préparation de son curriculum vitae. D'abord, un curriculum vitae doit tenir sur une page, maximum deux. Pourquoi? Les recruteurs n'ont pas tout le temps à consacrer à votre dossier. Si il fallait le parcourir, parfois tu vois des curriculums vitae 5 pages, 6 pages, 7 pages, mais quand on lit, ce n'est pas qu'il y a vraiment des informations intéressantes. Donc, aucun recruteur ne passera autant de temps donc, à parcourir un seul CV. Et en moyenne, on nous dit que les recruteurs passent 2 à 5 secondes pour parcourir un curriculum vitae. C'est-à-dire, l'idée c'est quoi? C'est de le parcourir rapidement en cherchant les informations dont on a besoin. Est-ce que je peux trouver rapidement les éléments dont j'ai besoin? Est-ce qu'il a le minimum de ce que l'on recherche? C'est pour cela, tout se trouve dans la manière de présenter son curriculum vitae. Il faut aller à l'essentiel et puis mettre en exergue, mettre en valeur les éléments que nous trouvons pertinents pour pouvoir convaincre le recruteur d'aller plus loin dans le processus de recrutement avec nous. Il faut aussi, deuxième règle, il faut choisir le bon logiciel. Le bon logiciel, il y en a tellement aujourd'hui. Il y en a de payants, il y en a aussi de gratuits. Et bien, avec le pack Office, on peut bien s'en sortir. Le pack Office, on peut bien choisir PowerPoint. PowerPoint est très bien placé pour pouvoir réussir, pour pouvoir vous permettre de réussir votre curriculum vitae en utilisant les zones de test et voilà, avec les couleurs, les images, les possibilités que PowerPoint vous offre. Word aussi n'est pas mal, je ne suis pas en train d'exclure Word, mais tout dépend de comment vous l'utilisez, ça dépend de votre niveau de maîtrise, puisque Word aussi, quand vous le maîtrisez bien, vous savez, il offre beaucoup de possibilités donc, de mise en forme qui peuvent faire la différence donc, selon le niveau de maîtrise de chacun. Il faut aussi, troisième règle, il faut comprendre que le CV doit s'adapter à chaque demande et à chaque offre d'emploi. Selon que demande, si c'est une demande spontanée de l'emploi, et offre si c'est l'entreprise qui propose de recruter quelqu'un. Donc, on prépare le CV en conséquence. Le CV vient répondre à cette offre qui nous est faite. C'est à nous de savoir si nous répondons aux critères donc, précisés dans l'offre. Et donc, quand on prépare le CV, on fait en sorte de répondre donc à ce qui est demandé. Quand je prends mon CV, quand je compare à rédiger mon CV, et je sens que je ne remplis pas les conditions posées par l'offre, tout de suite, je comprends que cette offre n'est pas faite pour moi. Et donc, je ne perds pas le temps. Donc, il faut que nous comprenions cela. Le CV, on n'a pas un seul CV qu'on présente à toutes les offres d'emploi. Ce n'est pas possible. Et tu vois des gens qui ont fait plusieurs domaines d'activité et qui ont plusieurs compétences. Ce qui suppose donc que pour une demande d'emploi, on n'aura pas forcément de toutes vos compétences, on n'aura pas besoin de toutes vos compétences. Et si vous ne faites pas attention, les compétences les moins pertinentes pour cette offre particulière vont venir annihiler ou obnubiler celles qui étaient les mieux placées, donc les mieux à même de vous permettre d'obtenir le poste. Donc, on peut avoir disposé d'un CV général, un CV brouillon, un fourre-tout, où on a toutes les informations relatives à notre cursus et où on en puise quelques-unes à chaque fois qu'on a besoin donc, de rédiger un CV pertinent. Donc il faut qu'on y consacre le temps. Souvent, il y a trop de négligence dans la présentation du curriculum vitae, alors que c'est votre ambassadeur, c'est lui qui parle pour vous auprès du recruteur. Et au moment où il commence par parler, vous n'êtes pas là pour vous défendre. Il faut donc qu'il soit suffisamment clair et puis qu'il donne envie donc, de le parcourir. Et donc, nous comprenons que le CV doit être adapté.
Et puis, troisième règle, il faut éviter de mentir dans le CV. On ne ment pas dans un curriculum vitae. Parce qu'a priori, tout se prouve. Tout ce qu'on met dans un curriculum vitae est censé prouver. Nous sommes en quelque sorte dans un régime déclaratif. C'est ce que tu déclares. Le CV est supposé être ce que tu déclares. Mais le destinataire de votre CV garde la possibilité de vous demander de prouver les informations que vous y avez inscrites. C'est pour cela, pour les expériences professionnelles, on vous demandera les certificats de travail ou les attestations de travail selon que vous avez fini de travailler dans telle structure ou non. Et vous avez les attestations de stage également pour prouver les stages, les périodes de stage que vous avez passées dans une entreprise. Vous avez les diplômes pour prouver les formations universitaires que vous avez suivies. Vous avez les certificats de formation, les attestations de formation pour prouver toutes les autres formations que vous avez suivies. Et bien d'autres façons donc de prouver si vous dites que vous avez indiqué que vous avez beaucoup voyagé, vous êtes allé dans tel pays, tel autre. Il y a bien des moyens donc de prouver que vous y êtes allé à travers le visa ou bien d'autres informations qu'on peut vous demander, bien d'autres preuves qu'on peut vous demander pour s'assurer. Donc, avant de mettre une information, il faut s'assurer. Quand vous dites au niveau des compétences que vous maîtrisez ça, vous savez faire ça, vous savez faire ça, vous êtes comme ça, comme ci, comme ça, ça se vérifie. Et si dans votre mensonge, on arrivait à vous suivre, que vous arriviez à convaincre et qu'on vous suivait, et ne vous étonnez pas qu'on se rende compte aussi très tôt que ce que vous avez dit, vous ne le maîtrisiez pas. Donc, on ne ment pas. Le mensonge, sachez-le, il rattrape toujours. Et la vérité finit par se savoir et ce n'est pas du tout bien pour votre image et pour votre avenir professionnel parce que quand on commence par vous pointer du doigt comme étant un menteur, que vous n'êtes pas sérieux, vous avez été malhonnête, ce n'est pas du tout bien pour votre avenir professionnel. Donc, je déconseille fortement de devoir mentir dans un CV pour obtenir un emploi. Aussi désespéré que vous soyez, vous n'avez pas besoin de mentir parce que si ça ne marche pas là, ça marchera ailleurs. Mais soyez vous-même, soyez véridique. C'est justement parce que les gens ont menti dans leur CV que lorsqu'ils vont à des entretiens d'embauche, ils échouent parce qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas en mesure de prouver ce qu'ils ont dit dans le CV. Puisque c'est ce qu'on a vu dans le CV qui a amené à vous accorder l'entretien d'embauche pour en savoir plus sur vos motivations et pour vous connaître davantage. Donc quand vous mentez, attendez-vous, il y en a qui ont menti, qu'ils maîtrisaient parfaitement l'anglais et le jour de l'entretien, on a une discussion en anglais, on se rend compte qu'ils ne connaissent même pas un seul mot. C'est honteux et ce n'est pas bien. Cela diminue, fait que vous perdez confiance et à un certain niveau, à un moment, vous êtes complètement hors marché, vous n'êtes pas vous-même, vous êtes disqualifié. Donc, très important, faites attention, on ne ment pas dans un CV, on est censé dire la vérité et tout dépend de la manière donc, de présenter la chose. On peut dire la vérité, même si cette vérité était disqualifiante, ça dépend de la manière dont vous la présentez pour que cela puisse jouer à votre avantage. Il y en a qui mentent pour pouvoir combler des trous parce que pendant un bon moment, ils étaient en offre professionnellement parlant et donc on leur demande pourquoi durant cette période, ils n'étaient plus en emploi. Mais on peut ne pas être en emploi pour aller suivre une formation, on peut ne pas être en emploi pour entamer une activité dont les compétences peuvent servir, même ça peut être un avantage d'ailleurs, pour pouvoir décrocher cet emploi. On préfère cacher cette expérience qu'on a eue pour faire comme si tout à l'heure, parfois on étend une longue période d'emploi et quand vient le moment de prouver, ça devient compliqué. Donc vraiment, il faut faire attention, on ne ment pas dans un curriculum vitae. Maintenant, ces règles, les règles étant précisées, voyons un peu la présentation du curriculum vitae. Comment présenter son curriculum vitae? Comment présenter son CV? On commence le CV par l'identité. L'identité, on doit savoir, le curriculum vitae porte sur qui? C'est qui? On doit vous connaître. Donc, pour votre identification, on doit avoir le nom, on doit avoir les prénoms. Mais ce n'est pas les noms fantaisistes, ce n'est pas les prénoms fantaisistes. C'est les noms et prénoms qui figurent sur vos pièces d'identité. En sorte que quand on prend votre carte d'identité nationale et qu'on compare avec votre CV, on doit pouvoir trouver les mêmes informations. Donc, c'est ce qui fait sérieux. On ne peut pas avoir le CV, un nom
bizarre, un nom peut-être de quartier, et que cela ne corresponde pas, on dirait que ce n'est pas la même chose parce que cela ne remplit plus la mission d'identification. Donc, nom, prénom, et vous indiquez l'âge. Quand on met l'âge, ce n'est pas la date de naissance. On ne met pas la date de naissance, on met plutôt l'âge. Pourquoi on met l'âge? Parce que avec la date de naissance, vous demandez au recruteur de calculer votre âge et de savoir combien. Ça fait un travail supplémentaire. Rien que pour cela, il peut préférer un autre dont il connaît directement l'âge à vous. Donc, pour la situation matrimoniale, bon, ce n'est pas, c'est vrai que on peut laisser, on n'est pas obligé de le mettre, en moins qu'on pense que c'est un avantage. Notre situation matrimoniale, que ce soit célibataire, marié, divorcé, ça peut être un avantage. Quand on étudie l'offre, on sent que c'est un avantage, ou que dans l'offre, c'est bien précisé de mentionner cela. On peut peut-être le préciser. Mais si vous faites comme vous sentez, vous n'avez pas besoin, ce n'est pas obligatoire. C'est la même chose que la photo. La photo, certains pensent que c'est pour faire joli. La photo fait partie de l'identification d'une personne. Et quand vous jugez bon de mettre une photo sur votre CV, veillez à ce que cette photo-là soit professionnelle, s'il vous plaît. Elle doit être professionnelle, s'il vous plaît. Ce n'est pas la photo comme si vous alliez à une fête ou à une... Il faut qu'on sente que vous êtes dans la posture de quelqu'un qui... il faut que, de rien qu'en regardant la photo, que cela convainc. Il y en a qui sont disqualifiés comme ça, rien qu'avec les photos dans lesquelles ils ont adopté des positions bizarres, des mines ou des expressions de visage qui ne mettaient pas suffisamment en confiance le recruteur. Donc faites très attention, si vous devez mettre une photo, voyez les photographes professionnels, il y en a des professionnels qui vont vous aider à obtenir une photo assez professionnelle, donc qui va vous permettre de mieux donc, vous vendre. Voilà. Donc, à part cela, il faut indiquer l'adresse. L'adresse, voilà, c'est la ville de résidence ou le domicile, c'est le pays, mais c'est aussi le quartier s'il le faut. Et la boîte postale, le numéro de téléphone. Il y a des CV sur lesquels tu tombes, il n'y a même pas de contact. Comment est-ce que ça va être possible? Et puis aujourd'hui, il y a plusieurs options de contact. On a le contact téléphonique, appel, on a WhatsApp, on a tout ça. Il peut être intéressant de préciser, surtout pour certaines fonctions, on a besoin de savoir que vous maîtrisez tous ces outils. Donc, le seul fait d'indiquer votre adresse email, votre adresse électronique, votre compte numéro WhatsApp, votre numéro et ainsi que en tout cas toutes les formes de contact qu'on peut avoir, cela permet, mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Donc, cela permet de savoir que vous êtes à jour et que vous avez quand même une idée de tout ce que ça va faciliter un peu le contact et cela peut jouer aussi à votre avantage. Donc, après l'identification, il faut que cela soit un caractère vraiment lisible. J'ai oublié de le préciser dans les règles. On doit choisir des polices simples, mais quand même parlant qui rendent, tout en rendant joli le CV, permettent donc de vous lire. Et puis, on doit avoir le titre. S'il vous plaît, évitez de mettre sur le CV curriculum vitae. C'est révolu. C'est révolu. On n'indique plus sur un CV son curriculum vitae. Même si vous n'indiquez pas curriculum vitae, si vous respectez tout ce qu'on est en train de dire, on saura que c'est un CV. Rien qu'en le prenant, on saura que c'est un CV. Ce n'est pas très intéressant, puis ce n'est pas assez moderne de voir sur les CV indiquer curriculum vitae. Ça appartient à un autre temps. Donc, il faut vivre aussi avec l'évolution du marché de l'emploi. C'est ennuyant de voir CV, curriculum vitae, tu envoies curriculum vitae entre parenthèses CV. Oui, on sait que c'est un CV. Pas besoin. On doit plutôt voir votre titre. Titre, qu'est-ce que vous faites? Si vous êtes maçon, indiquez maçon. Si vous êtes juriste, vous indiquez juriste, quelle spécialité? Peut-être droit des affaires. Ou bien, si vous êtes juriste d'entreprise, indiquez juriste d'entreprise. Si vous êtes consultant, indiquez consultant. Mais faites en sorte que votre intitulé soit en relation avec l'offre d'emploi qui vous est faite.
Quand on a fait l'offre d'emploi, on dit qu'on cherche juriste d'entreprise et que vous venez mettre, je ne sais quoi, bon, tout simplement juriste d'affaires. C'est un peu vague. Donc, il faut qu'on sente que vous travaillez aussi en entreprise ou que vous avez travaillé en entreprise. Donc, votre titre que vous mettez sur l'intitulé ressort un peu votre spécialité, votre compétence. En quelque sorte, on sait que dès qu'on voit le titre, on sait que oui, bon voilà, c'est ce que nous étions en train de chercher d'ailleurs. Parfois, si vous sentez que votre titre correspond plus ou moins à ce qui est dans l'offre, il vaut mieux utiliser celui de l'offre. C'est bien. Et c'est toujours bien, juste en dessous du nom, du titre, voir indiquer le nombre d'années d'expérience, surtout quand c'est important dans le recrutement. Voilà, vous avez mis gestionnaire des ressources humaines. Vous pouvez mettre entre parenthèses, voilà, et puis mais en caractère lisible, 12 ans d'expérience professionnelle, 10 ans d'expérience professionnelle, 5 ans d'expérience professionnelle, c'est 1 an d'expérience professionnelle. Donc surtout quand dans l'offre, ça a été indiqué, vous savez combien d'années ou combien de temps d'expérience professionnelle a été demandé dans l'offre et vous le précisez. Donc, ce sont des astuces pour mettre en valeur un peu vos atouts et donc attirer l'attention, davantage l'attention du recruteur. Ensuite, après le titre, il est intéressant pour les CV vraiment professionnels d'indiquer les compétences. S'il vous plaît, faites la différence entre compétences, domaine de compétences et niveau de compétences. Les compétences, c'est quoi? C'est le savoir-faire, ce que vous savez faire. Le savoir-être. Est-ce que vous savez comment vous savez vous comporter comme tel, vous savez vous tenir comme cela, vous savez adopter la bonne attitude face à telle situation. C'est ça les compétences. Les compétences, ce ne sont pas les cours que vous avez vus à l'université. Ce ne sont pas votre domaine de compétences. Le domaine de compétences, c'est le domaine professionnel dans lequel vous avez obtenu ces compétences. Si vous êtes juriste, tous les juristes n'ont pas les mêmes compétences. Donc, dans le domaine juridique, vous avez peut-être fait tous le droit des affaires. Donc, vous avez vu les mêmes matières, droit commercial, droit des sociétés, droit des sûretés, etc. Tout ça, ce ne sont pas les compétences, en fait. C'est des domaines de compétences. Et donc, quand on veut savoir si quelle est votre compétence, la compétence, c'est par exemple savoir rédiger un contrat. Ça, c'est une compétence. Vous savez faire ça. Savoir organiser une fonction juridique au sein d'une entreprise. Ça, c'est une compétence. Savoir analyser un contrat, c'est une compétence. Ou bien un acte juridique, c'est une compétence. Donc, ce que vous savez faire avec la formation que vous avez reçue et toute votre expérience professionnelle. C'est ça une compétence. Et c'est ça qu'on acquiert souvent par la pratique. Donc, il y a quand même certaines formations qui intègrent la pratique et qui permettent aux étudiants d'acquérir des compétences, même au moment qu'ils sortent de ces formations, ils sont déjà outillés pour intégrer le marché de l'emploi. Donc, les compétences, sachez-le être précis. Les gens ont pensé qu'il fallait lister toutes les matières qu'ils ont faites à l'université ou au collège et que c'est ça. Non. Et la preuve, c'est que vous citez des matières même d'ailleurs que vous avez oubliées. Vous ne savez pas. Donc, pour pouvoir réussir cette partie compétence, il faut faire un bilan de compétences. Vous vous asseyez et essayez de voir qu'est-ce que vous savez faire après toutes ces années de formation et de parcours professionnel. Qu'est-ce que vous savez faire? Vous avez eu à remplir des tâches, etc. À partir de ces tâches, vous avez pu acquérir certaines compétences. Il faut les mettre en valeur. C'est ça qu'on demande ici et c'est ce qu'on a besoin, qu'on a envie de savoir. Qu'est-ce que vous savez faire avec votre cursus et tout ce que vous avez étudié. Donc, les compétences, c'est ça. Vous avez compris aussi le domaine de compétences. Le niveau de compétence, c'est le niveau de maîtrise de la compétence. Vous savez tous faire quelque chose, mais vous n'avez pas le même niveau de maîtrise. Vous n'avez pas le même niveau de maîtrise. Vous parlez tous anglais, par exemple, vous avez une compétence linguistique en anglais, mais vous n'avez pas tous le même niveau. Il y en a qui sont au niveau maîtrise totale, il y en a qui sont au niveau intermédiaire, d'autres qui sont au niveau basique.
Et c'est ça, il faut savoir distinguer les niveaux. Et généralement, les niveaux de compétences vont se préciser au niveau de l'informatique, au niveau de l'anglais. Pour les autres, si vous savez faire, on considère que vous savez le faire. Et donc, il faut savoir présenter cela. Très important, donc, s'il vous plaît, faites attention quand vous mettez les choses. Parce que vous mettez parfois des domaines de compétences, on croit que c'est la compétence, on ne vous comprend pas. Alors que si c'est la compétence, vous précisez, la personne qui reçoit votre demande vous comprend mieux. Après les compétences, il faut indiquer l'expérience professionnelle. Il ne faut pas aller chercher d'abord le cursus universitaire et scolaire, les formations académiques. Non, ça c'est quand on veut faire un CV scolaire ou académique qu'on commence par les formations académiques. Parce que là, ce qui importe, ce n'est pas l'expérience professionnelle, mais c'est votre cursus universitaire. On a besoin de connaître votre niveau parce que vous êtes en train de postuler à un autre grade. Donc, on veut savoir si vous avez le niveau universitaire requis. Alors qu'en matière professionnelle, on veut savoir ce que vous avez déjà expérimenté sur le plan professionnel. C'est pour cela qu'on commence par l'expérience professionnelle. Et quand on commence par l'expérience professionnelle, on commence de la plus récente à la plus ancienne. La plus récente, la dernière. Il faut commencer par la dernière parce que c'est ce qui est plus pertinent. Et après, on remonte. Donc, en descendant, on évolue vers la plus ancienne des expériences. C'est un ordre. Il ne faudrait pas tomber dans le piège de faire une présentation pêle-mêle ou bien commencer par l'ancienne avant de revenir à la nouvelle. Ce n'est pas du tout bien. Donc, comme expérience professionnelle, quand vous commencez par citer les expériences professionnelles, il faut, l'expérience professionnelle, donc c'est le temps, les périodes que vous avez passées en entreprise et vous pouvez avoir fait plusieurs entreprises, que ce soit en stage ou en emploi. Donc, il faudrait que cela ressorte clairement. Donc, quand vous voulez présenter votre passage dans une entreprise, donc dans l'expérience professionnelle, on doit voir d'abord le nom de la structure. Quel est le nom de la société, de l'entreprise qui vous avait accueilli durant la période indiquée. Après, vous indiquez son domaine d'activité. Il faut préciser, trouver le moyen de préciser le domaine d'activité. Si cette entreprise est dans le commerce général, pardon, vous mettez commerce. Si c'est dans le domaine maritime, vous me précisez dans le domaine des assurances, dans le domaine des banques, vous mettez domaine de compétence. Ça permet de savoir dans quel domaine vous avez eu à travailler. Et puis le lieu donc, de l'activité où vous avez été affecté. Où est-ce que vous avez dit, il y a des entreprises aujourd'hui multinationales qui sont dans plusieurs pays. On veut savoir dans quel pays vous avez travaillé, dans quelle ville vous avez été affecté pour remplir vos tâches. Donc ville, pays, ça peut être déjà suffisant. Ensuite, le poste occupé. Quel a été votre poste au sein de cette entreprise? Vous pouvez avoir une formation juridique et aller occuper un poste de gestionnaire des ressources humaines. Vous pouvez avoir fait la FASEG, la comptabilité et aller vous retrouver avec un poste, un autre poste qui n'a rien à voir avec votre domaine dans une autre entreprise. Donc on a besoin de connaître le poste pour voir la pertinence. Cela permet de savoir la pertinence avec l'emploi auquel vous êtes en train de postuler. Et ensuite, ce qui est important, la période. Période, c'est très important pour savoir combien de temps vous avez passé au sein d'une entreprise. Parce que voyez-vous, quand on dit vous avez combien d'années d'expérience professionnelle, c'est la somme de tous les temps passés au sein de toutes ces entreprises. Donc, ça permet de prouver que vous avez effectivement, quand on fait la somme, on tombe sur le nombre d'années d'expérience que vous avez précisé peut-être plus haut. Donc, période, là, on indique le mois dans lequel on avait commencé et l'année. L'année, le mois et l'année. Début, tel mois, année, la fin, tel mois. C'est inutile de préciser le jour. Ce n'est pas très important. Donc, mois, année, et puis mois, année pour la fin également. Et puis, les tâches effectuées, qu'est-ce que vous avez fait là-bas concrètement? Ce ne sont pas les missions, les tâches. Qu'est-ce que vous avez eu à faire comme tâches? Quelles sont les tâches qui vous ont été confiées, vous avez fait concrètement? Cela permet de savoir si ce que vous avez indiqué au niveau des compétences est juste. Donc, en lisant toutes les tâches que vous avez effectuées au sein de toutes ces entreprises, il est facile de faire le lien avec les compétences que vous avez eu à indiquer. Après cela, c'est après les expériences professionnelles, vous les agencez et c'est après que vous venez aux formations universitaires ou en tout cas votre cursus scolaire et universitaire.
Voilà. Et c'est inutile d'aller commencer, quand vous êtes quelqu'un qui a déjà la licence, ce n'est pas la peine d'aller commencer, de rappeler que vous avez eu CPD en quelle année, que vous avez eu le BPC en quelle année. On sait qu'avant d'avoir la licence, vous avez eu le BPC, vous avez eu le CPD. Ce n'est plus la peine, ce n'est pas intéressant. Il faut commencer par le bac. Donc quand on a un diplôme, au moins un diplôme universitaire, on commence par le bac. Ça permet de gagner du temps, ça permet aussi de gagner de l'espace dans le CV pour indiquer des informations beaucoup plus pertinentes. Donc, très important, faites attention, on ne rappelle pas tout, vous n'avez pas à rappeler année par année tout votre cursus, mais les plus donc, pertinents. Et ensuite, après les formations universitaires, vous allez rappeler les autres formations que vous avez suivies. Il y a des formations de courte durée que vous avez eu à suivre et donc qui peuvent être intéressantes. Donc pour prouver que vous avez continué par vous former, par vous mettre à jour et que on n'aura pas tort de pouvoir vous confier telle ou telle responsabilité parce que vous pensez à vous former et que vous avez même d'ailleurs suivi telle formation dans tel domaine, tel autre. Et après, vous tombez sur les loisirs et centres d'intérêt. Là, vous allez rappeler si vous aimez le sport, quel type de sport vous aimez. Ça permet d'évaluer. En fait, les gens indiquent sans comprendre pourquoi on demande tout ça. Si vous faites le sport, voilà, on peut déduire que vous êtes endurant, quelqu'un d'endurant, quelqu'un physiquement apte, quelqu'un physiquement en forme. On peut déduire pas mal d'informations rien qu'en indiquant, qu'en voyant le type de sport que vous pratiquez. Les voyages. S'il vous plaît, si vous n'avez pas voyagé, ce n'est pas la peine de dire que vous aimez les voyages. Quelqu'un, on ne peut pas aimer quelque chose et ne jamais la pratiquer. Donc, quand vous avez voyagé, il peut être important, surtout quand les voyages dans d'autres pays, ça peut être intéressant pour voir que vous êtes quelqu'un de mobile et vous avez une facilité de mobilité internationale et que vous avez envie d'aller découvrir autre chose. Ça peut être un atout pour le recrutement. Pour certains recrutements, surtout pour des sociétés qui ont des visées internationales ou qui sont déjà établies au plan international, elles savent qu'à tout moment, elles peuvent vous demander d'aller d'un pays à un autre. Vous n'aurez aucune difficulté à le faire parce que vous aimez les voyages. Et donc, ça peut être intéressant de préciser sur le CV, rapidement au niveau des voyages, les pays que vous avez visités, les lieux que vous avez visités. Et si vous êtes à Lomé, vous avez voyagé au nord, vous pensez que c'est intéressant pour l'entreprise qui veut vous recruter de savoir que vous avez fait le nord, surtout quand dans l'offre, on indique que vous devez être en mesure, prêt à aller partout où besoin sera. Ça peut être intéressant de le préciser pour qu'ils sachent que vous êtes prêt à aller n'importe où. Et ensuite, donc pour finir, ça peut être intéressant de préciser les références. Les références, ce n'est pas obligatoire sur un CV. Précisez les références quand on a demandé de les préciser. Sinon, laissez qu'on puisse vous demander de les rédiger. Le CV n'est pas obligatoirement signé non plus. Si vous pensez que c'est intéressant pour vous, c'est un plus pour vous de le signer, certifier, bon, signez-le, il n'y a pas de souci, mais un CV n'est pas obligatoirement signé parce que c'est quand même après tout vos déclarations et vous avez toujours la possibilité de les prouver après. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile et que cela vous permettra d'évoluer un tout petit peu dans votre recherche d'emploi. L'emploi, la trouvaille d'un emploi est intimement liée à la façon dont on investit pour pouvoir la réussir. J'espère dans une autre vidéo pouvoir vous parler de la lettre de motivation et des autres étapes dans le recrutement. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine. Bye bye.